J'ai préparé un tout mini truc parce qu'en fait, je voulais profiter d'un épisode un peu tranquille pour placer quelque chose et surtout revenir sur une anecdote pardon, que j'avais déjà Ouais. évoquée, au moins peut-être, 1 ou 2 fois, je pense, sur cette chaîne et qui est vraisemblablement Mmh. une légende inventée qui ne repose en réalité sur aucune Ah, source avérée. Et oui. En fait, ça n'arrive pas qu'aux boomers, hein, j'ai quelle-t-elle? partagé une fake news. Attends, Oh attends. no! Oh non! Oh no! Ouais, c'est triste. Oh non, non, Alors, non, non. c'est pas si news que ça quand même parce que, ça se rapporte à un événement qui a supposément eu lieu il y a plus Ouais. d'une centaine d'années. Mais bon, il y a pas vraiment de prescription, hein, pour vérifier ses sources et encore moins pour faire son autocritique, ce que je vais m'apprêter à faire maintenant. Alors, j'avais Avec mentionné beaucoup de cette sagesse, du coup, c'est bien. merci, merci. J'avais mentionné De cette rien. anecdote, notamment lors de ma chronique sur les arts martiaux historiques européens. Et il s'agit d'un Ah. fameux Oh duel au non, je sais de sabre, quoi ça ouais, parle. entre un Oh! officier c'est je t'ai dit, tu vas être déçu. Donc c'est un fameux duel au Oui, sabre je le suis. entre un officier, japonais armé d'un katana et un officier serbe pendant la guerre entre la Russie et le Japon, donc de 1904 à 1905. Donc les raisons de ce combat singulier sont assez obscures, hein. C'est peut-être une question d'honneur ou pour épargner la vie de soldats, mais au final, le Serbe de la principauté du Monténégro, qui était allié à la Russie à cette époque, en sera sorti, victorieux. Ce duel, serait l'un des très rares moments référencés dans l'histoire où un Japonais se serait battu contre un Occidental à l'arme blanche, chacun avec sa tradition d'escrime. Donc il y a eu des précédentes occurrences qui remontent notamment au XVIe siècle, entre notamment des pirates japonais et des navigateurs portugais. Et cette anecdote, elle était classe, hein, on avait envie d'y croire et même elle paraissait, limite crédible, bien que ce soit assez exceptionnel. Mais malheureusement, en fait, j'ai voulu me replonger dessus et en cherchant au niveau des détails, je me suis rendu compte qu'il n'existe pas vraiment de source sur ce supposé événement et que ça n'a jamais été corroboré par aucun autre texte, article ou encore rapport militaire de l'époque. Cependant, il existe des sources, enfin des éléments, pardon, indirects. On a par exemple le nom de l'officier serbe, Aleksandar Leksko Sajkic, donc je prononce très très mal probablement. Donc cet homme, il a vraiment existé, il a même été décoré, il a participé à plusieurs batailles, mais c'est à peu près, tout ce qu'on a. Donc au final, c'est plutôt, discutable. Donc alors, est-ce que c'est un mensonge pur et simple? Est-ce que c'est une mise en scène volontairement héroïque? Donc voilà, quelle est la part de vérité dans tout ça? Et au final, c'est assez compliqué de trancher. Il existe trop peu d'écrits fiables sur le sujet, et j'ai seulement trouvé quelques internautes sur des forums dédiés à l'histoire qui ont pris la peine d'enquêter pour mesurer la véracité de cette anecdote. Et en tout cas, le fait qu'aucun historien ne se soit penché dessus, déjà, ça présageait rien de très très bon. Avec le recul, en fait, je vois 2 explications possibles. Donc soit il s'agit d'une histoire montée de toutes pièces à une époque où le nationalisme était en vogue, notamment en Europe de l'Est, pour, souligner la bravoure des Serbes de la principauté du Monténégro et surtout leur permettre de se distinguer des Russes et de leurs défaites. Soit, seconde possibilité, c'est une légende qui s'est construite sur internet à partir d'une photo. Parce que cette histoire, elle semble émerger en ligne aux alentours de 2014-2015 avec une photo représentant le sabre de Aleksandar Lesko Sajkic au musée de Belgrade ou de Moscou, en fait ça dépend des versions. Et son cartel raconte notamment cette histoire de duel. Alors étrangement, la photo n'est plus du tout accessible en ligne et les Wikipédia serbes et russes qui en font référence s'appuient sur des sources qui sont des articles de blogs non sourcés et qui se référencent en boucle. Donc voilà, le truc à peu près le moins fiable du monde, en Ouais. ligne. Et en faisant preuve d'un peu d'honnêteté intellectuelle, en fait, si un tel épisode avait vraiment eu lieu, bah, il y aurait eu des témoins, il y aurait eu des écrits, voire de la communication de propagande, que ce soit côté russe, côté japonais ou même serbe. En fait, il y aurait eu des médailles aussi distribuées pour un truc aussi exceptionnel. Mais du coup, on n'a rien de tout ça. Rien n'est mentionné nulle part et d'ailleurs en prenant le contexte en considération, en fait, on s'aperçoit que la réalité s'avère bien moins extraordinaire, hein, que ce soit une affabulation motivée par des intérêts nationaux ou une légende d'internet. Donc voilà, c'est une sorte de petite leçon, d'incitation à la prudence lorsque l'on utilise notamment une anecdote pour souligner un propos, un rappel à toujours vérifier ses Oui. sources. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Il y a Ah! pire! Puisque dans Oh! ma Ah oui! propre ouais, Ah! ouais, dans ma propre chronique sur les katanas, je précise bien que la production de katanas au Japon, suite à l'interdiction du port du sabre pendant la seconde moitié du 19e siècle, elle ne reprend qu'après 1912, donc 7 ans après la fin de la guerre russo-japonaise.
En fait, les dates ne collent pas du tout et en fait, ça aurait Aïe, pu aïe. ou dû me mettre, la puce à l'oreille déjà. Il y a un truc qui allait pas. Et en 1904, Mmh. 1905, pour info, les officiers japonais, ils portaient bien des sabres militaires, mais dans un style très très proche de ceux utilisés en Europe ou en Amérique. Vous pouvez taper, je sais pas, Japanese Officer, Rusho, Japanese War, 1904-1905, et comme ça vous Ouais. pouvez avoir un aperçu de leur équipement. Et voilà, ça a rien à voir Mmh. avec, Et même enfin, maintenant que tu le Akakata. dis, j'ai les images du dernier samouraï en tête et les militaires japonais, ils ont des sabres normaux, en fait, Ouais, bah, oui, c'est ça. c'est Et en fait, c'est ce qu'on c'est voit, logique. c'est que l'armée ou la marine impériale sont, fortement occidentalisées. En fait, les éléments traditionnels, souvent, ils ont souvent une valeur esthétique, donc à l'image du katana, et ils ne reviennent vraiment dans la symbolique militaire qu'avec la montée, du fascisme dans les années 30. Donc même Ouais. si on s'imaginait qu'un tel duel ait eu lieu, même si ça reposait sur un fait réel ou déformé, en fait, ça aurait été entre 2 adversaires possédant des sabres plutôt similaires et un style de combat semblable, et du coup, c'est beaucoup, beaucoup moins sensationnel. Donc voilà pour ma petite autocorrection et mon retour sur un manque de vigilance et sûrement une trop forte envie d'y croire aussi. Mais pour continuer de rêver, on peut toujours s'imaginer les combats bien réels qui ont eu lieu entre les navigateurs portugais et les pirates Wako pendant la seconde moitié du XVIe siècle, au large des côtes du Japon, d'Okinawa, de la Chine et de Taïwan, à l'époque où le katana d'ailleurs se diffuse dans cette région du monde et se retrouve jusque dans les mains des hors-la-loi. Et je suis sûr que de nombreux duels se sont de cette manière bien déroulés et se sont perdus à travers l'histoire. Donc continuons de rêver, mais surtout restons toujours vigilants. Voilà pour ma petite chronique. Putain, impressionnant. Le mec, il dit qu'il vient en touriste et qu'il a rien préparé. Le type, il te ramène, il te pond un truc en 3 parties, avec, 3 sous-parties, et il te conclut ça en 10 minutes. C'est impressionnant. J'ai écrit ça dans le tram. Mais tu l'as bien écrit. Bravo. Oui, Ouais, ça le mais plus fort, ouais, bravo, ouais. après c'est cool parce que c'est pas tout le monde qui reconnaîtrait ses erreurs et Ouais, de ouf. je trouve que c'est quand même très important, de le faire dans un contexte où, bon, bah, on n'a peut-être pas énormément d'auditeurs ou quoi que ce soit, mais quelque part, on a une visibilité sur le public, on a une visibilité Ouais. sur le monde virtuel, mais ça impacte des personnes réelles. Donc même si effectivement on a 4 auditeurs, 20, 100 ou 100 000, techniquement, on a une responsabilité à partir du moment où on poste du contenu. Donc Mmh. c'est une responsabilité intellectuelle et d'honnêteté également, je pense, de faire cet erratum. Donc bravo Nico, merci de l'avoir fait. Ouais, de ouf, Merci, merci. merci à toi. Bravo, bravo, ouais. Ce qui est dommage, c'est que en fait, j'avais appuyé un argument sur cette anecdote, je me rappelle dans ma chronique et voilà, enfin, j'aimais bien cette chronique, enfin cette anecdote, pardon. J'aimais bien cette anecdote et du coup, ouais, La c'est chronique ça fait aussi, hein. chier, mais la chronique aussi. Mais du coup, ouais, enfin voilà, c'est juste en voulant me renseigner plus, je me suis aperçu que c'était un peu, du bullshit. Après, il a dû en avoir, hein. C'est peut-être que voilà, si ça se passe au fin fond de la Sibérie, bon bah, hein, peut-être qu'effectivement les historiens ont pas envie d'aller se peler le cul pour aller vérifier si, 2 Pégus se sont tapés dessus avec des sabres différents, tu vois? C'est possible, hein, Après, mais il y a aussi un petit enfin, je sais pas, je pense que d'ailleurs, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a beaucoup de trucs, notamment en Russie. Il y a pas mal de désinformation autour de l'histoire, de l'archéologie. Je pense par exemple à une momie qui a été retrouvée en Sibérie, je sais pas si ça vous parle, une momie du néolithique qui appelait, je crois, la princesse des glaces, un truc comme ça vous dit quelque chose? Oui, 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 OK, ouais. Où il y avait, je crois, il me semblait qu'il y avait tout un narratif sur que c'était une princesse guerrière ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça a été vendu comme ça et c'est dur de trouver des vraies infos, je crois, là-dessus, il me semble. ah, moi tout ce que je peux te dire, de ton anecdote, c'est que tu as dit, la Russie, c'est difficile de trouver des informations. En tout cas, il y a beaucoup de désinformation. Bah là, j'ai compris. Là, je me suis dit: «Ah bah ouais, ouais, effectivement, ça, j'en ai entendu parler», tu vois? Étonnamment avec le contexte, Oui, je ouais, sais pas c'est vrai, pourquoi, je c'est me vrai. suis dit: «Tiens, ça c'est l'argument me semble bon». J'irai peut-être pas aller le débunker celui-ci. Non, mais de toute façon, c'est clair que archéologiquement parlant, c'est toujours difficile avec ce genre de pays comme la Russie. Moi, j'avais l'exemple de la Chine qui me vient en tête, Mmh. où sur les découvertes préhistoriques, c'est toujours un peu difficile d'aller vérifier vraiment ce que font les scientifiques chinois parce qu'ils diffusent pas leurs recherches, quoi. J'ai l'impression que c'est Ouais. accompagné aussi d'un narratif, tu vois? Un peu comme, enfin je pense à un autre exemple, un peu comme, en Israël aussi où tu as beaucoup de découvertes qui correspondent à une volonté idéologique derrière ou quelque chose comme ça et c'est Ouais. un peu triste au final. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.